Bonjour tout le monde. Cette séance est pour objectif de corriger l'examen de l'année précédente de l'économétrie, la régression linéaire multiple. Alors, l'examen compris deux parties. La première partie c'est consacré à les questions de cours et la deuxième partie consacrée à une application et exercice sur la régression linéaire. Concernant les questions de cours, il y a deux questions. La première question, c'est juste une question pour rappeler les formules, pour rappeler certaines propriétés de l'estimateur, de la variance, de ça et ça, les écritures matricielles du modèle, et ainsi de suite. Et la deuxième question, c'est la question qu'on a déjà traitée dans la correction précédente de l'examen de rattrapage de 2018, qui était sur le test de Darwin-Watson et la correction d'autocorrélation des erreurs. Bien. Alors, la première question, on considère le modèle qui est le suivant, un modèle théorique dans lequel y est expliqué par l'ensemble des variables explicatives, à savoir x1, x2 jusqu'à xk variable explicative, plus la constante, et un terme de perturbation, un epsilon, i. Et bien sûr, on sait que l'écriture matricielle de ce modèle, c'est la suivante, y, x bêta plus epsilon. Bien. Alors, on suppose que epsilon i a une variance constante sigma au carré. La première question consiste à donner les formules des estimateurs de moindre carré, c'est-à-dire la formule de l'estimateur de bêta, le vecteur bêta, chapeau, pardon, et l'estimateur de la variance d'erreur. Alors, lorsqu'on a une régression linéaire multiple, on a dit que dans une régression linéaire, la différence entre la régression linéaire multiple et la régression linéaire simple, que la régression linéaire simple, c'est un cas particulier de la régression linéaire multiple. Comment ça? On peut expliquer ça en disant que dans la régression linéaire multiple, il y a plusieurs variables explicatives que peuvent expliquer y, mais dans la régression linéaire simple, il y a une seule variable explicative, d'une variable à expliquer. Bien. Alors, le modèle théorique d'une régression linéaire, je dirais, multiple est égal, donc y est égal à bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2, ainsi de suite jusqu'à bêta k xk plus un élément de perturbation epsilon. Alors, l'écriture matricielle de ce modèle est la suivante. Donc, il a le vecteur y qui est une matrice colonne de dimension n1. Après, la matrice x qui a une dimension nk plus 1. Et finalement, k plus 1, pardon, n. Et finalement, on a le vecteur bêta qui a une dimension de k plus 1, 1k plus 1, voilà. Et finalement epsilon de dimension n1. Voilà l'écriture matricielle de ce modèle. L'estimateur de moindre carré ordinaire. Le moindre carré ordinaire, c'est un principe qui est intéressant dans l'estimation du modèle linéaire. Voilà, le moindre carré ordinaire consiste à minimiser la somme des carrés résiduels d'un modèle, c'est-à-dire la somme des carrés résiduels. On sait que le résidu, c'est la différence entre la valeur réelle et la valeur estimée, on est d'accord là-dessus. Et la somme carré résiduelle, donc la somme de E I au carré est égale à la somme de Y
moins y chapeau carré. Bien. Donc pour minimiser, il suffit de calculer les dérivés partiels, le dérivé partiel par rapport à l'estimateur et de s'annuler ces dérivés. Il faut s'annuler, c'est-à-dire il faut que la dérivée soit nulle pour dire qu'il s'agit d'un minimum. Alors, pour simplifier, on peut remplacer là y par leur expression et même y chapeau. Voilà, on sait que y est égal à on sait que y chapeau pardon, est égal à x bêta chapeau. Voilà, on sait que y est égal à x fois bêta chapeau, le modèle estimé. Et là, on peut remplacer cette expression dans y chapeau. Là, alors, nous aurons une équation S qui est égale à la somme en termes matriciels. Alors voilà, il faut écrire ça en termes matriciels. C'est la minimisation de y moins x bêta chapeau transposé fois y moins x bêta chapeau transposé. Pardon, y moins x bêta chapeau sans transposer. Voilà. X bêta chapeau sans transposer. Alors, le dérivé partiel, le premier dérivé partiel de ds par rapport à quoi? Par rapport à bêta chapeau est égal, avant de calculer la dérivée, donc est égal à 0, avant de calculer, nous pouvons simplifier cette équation S. Alors, on va essayer de la simplifier. On va essayer de simplifier cette équation. Alors, S est égal à la minimisation de y chapeau, prime transposé fois y moins 2 bêta chapeau x prime y plus bêta prime, la bêta chapeau transposé x transposé fois x bêta. Voilà. Et après, alors j'ai oublié quelque chose là. Non, nous pouvons simplifier ces tests et nous aurons l'équation suivante. Là, c'est l'équation de S. Après, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Il faut calculer alors la dérivée partielle par rapport à bêta, qui est nulle. Alors là, on sait bien qu'il n'y a pas de bêta, alors elle va s'annuler. Alors nous allons calculer la dérivée partielle par rapport à cette équation, cette expression, et là, par rapport à cette expression. C'est-à-dire que si d de moins 2 est bêta chapeau, x prime y sur par rapport à bêta chapeau, plus finalement d de bêta chapeau, voilà cette expression là par rapport à bêta chapeau, voilà cette expression là. Bien, après on va simplifier. Alors le dérivé partiel de cette expression par rapport à bêta chapeau, le dérivé partiel de cette expression par rapport à bêta chapeau nous donnera voilà, est égal, équivalent, parce que ça sera annulé, donc est équivalent moins 2 x prime y. Et le dérivé partiel de la deuxième équation par rapport à bêta chapeau nous donnera 2 x prime x bêta chapeau, qui est nul, qui est égal à 0. Alors, nous pouvons simplifier, et là, nous aurons que bêta chapeau des moindres carrés ordinaires est égal à x prime x moins 1 fois x prime y.
Alors voilà, c'est l'estimateur du moindre carré ordinaire de bêta chapeau. Le moindre carré ordinaire de bêta chapeau nous donnera l'estimateur suivant, qui est bêta chapeau est égal à x'x moins 1 x'y. La deuxième question, montrer que bêta chapeau est un estimateur sans biais. Voilà, il faut montrer là que bêta chapeau c'est un estimateur sans biais, c'est-à-dire que l'espérance de bêta chapeau est, est nulle. Voilà, que l'espérance de bêta chapeau est égale à zéro. Pardon, ce n'est pas égal à zéro, c'est-à-dire est égal à bêta. Voilà, normalement c'est un estimateur sans biais. Après, donner la formule de la variance, voilà, de la variance d'erreur. Et finalement, la matrice des covars et les variances des bêta chapeaux. Alors, avant de passer, concernant la variance d'erreur, donc la variance d'erreur, l'estimateur de la variance d'erreur, pardon, qui est sigma au carré chapeau de l'epsilon, on sait qu'il est égal à la somme des carrés résiduels sur le degré de liberté résiduelle qui est moins qu'à moins 1. Alors, est égal à 1 moins somme des carrés, voilà, c'est la somme des carrés totale, moins somme des carrés expliqués sur n moins k moins 1. Voilà. Après, donc voilà, on a dit que dans la correction précédente, on a dit qu'un estimateur est un estimateur blue, c'est-à-dire un estimateur base linéaire, une BD d'estimateur. C'est un estimateur blue si elle remplit trois conditions essentielles. La première c'est la linéarité, la deuxième c'est la sans biais, c'est-à-dire un estimateur sans biais, finalement un estimateur qui a une variance minimale. Voilà, un estimateur blue. Alors, les estimateurs du moindre carré ordinaire qui sont bêta chapeau de l'MCO, ce sont des estimateurs blue. Pourquoi? Parce que, premièrement, ce sont linéaires, ce sont des estimateurs linéaires. Et deuxièmement, ce sont des estimateurs qui sont sans biais. Pourquoi? Parce qu'on sait que de l'espérance de bêta chapeau est égale à bêta. Voilà, l'espérance de bêta chapeau est égale à bêta. Et finalement, on a qu'elle a une variance minimale. La variance de bêta chapeau est égale à l'espérance, pardon, est égale à la variance d'erreur, sigma au carré de l'epsilon, fois x', x moins 1. Comment ça? Nous pouvons démontrer ça, mais ce n'est pas la peine. Alors il faut comprendre ce qu'on veut dire par sigma au carré, comment on peut calculer sigma au carré de résidu. Il faut même savoir comment inverser la matrice x'. C'est voilà ce qui est nécessaire. Et après, la dernière question, c'est de donner la formule de la matrice des variances et des covariances de bêta chapeau. Voilà, la matrice des var et des covars, des bêta chapeau. Alors, concernant la matrice des var et covars, voilà, cette matrice-là notée oméga, donc voilà l'oméga des bêta. C'est une matrice qui comprit des variances des estimateurs en diagonale, c'est-à-dire la variance de bêta 0 en premier diagonale, et après la variance de bêta 1 jusqu'à la variance de bêta k. Voilà. Et finalement, dans les extradiagonaux, ce sont des covariances et avec une matrice qui est bien sûr symétrique. Donc voilà, c'est la covariance bêta 0, bêta 1. Et là, c'est la covariance de bêta k, bêta 0, bêta k. Et finalement, puisque une matrice symétrique, là, nous aurons la même chose. Donc voilà, la covariance entre bêta 0 et bêta k. Voilà, puisque c'est une matrice symétrique.
Bien, alors voilà la matrice découverte et pour obtenir cette matrice-là, donc l'oméga de bêta est égal, il faut juste multiplier la variance de l'erreur fois la matrice que vous devez normalement calculer pour estimer bêta chapeau, c'est la matrice inversible x prime x. Voilà, x prime x moins 1. Et vous aurez une matrice de dimension de x', dans laquelle en colonne, bien sûr, il s'agit d'une matrice carrée, parce qu'on ne peut pas calculer l'inverse d'une matrice qui n'est pas carrée. Pourquoi? Parce que pour calculer l'inverse, il faut calculer le déterminant, et le déterminant, on ne peut pas le calculer si la matrice n'est pas une matrice carrée. Bien. Alors, j'ai dit que dans cette matrice-là, les diagonales, ce sont des variances des estimateurs, c'est-à-dire la variance de bêta 0, bien sûr, je dirais pas la variance de bêta 0, juste qu'on a l'habitude toujours de consommer de commencer avec bêta 0. Mais ça dépend de l'ordre de modèle, ça dépend de l'ordre de modèle. Voilà, l'ordre de la matrice est très important. Un modèle qui commence toujours, par exemple, prenons un modèle qui commence par bêta 1, x1 plus bêta 0 plus bêta de x2, là vous allez trouver premièrement la variance de bêta 1, après là vous allez trouver la variance de bêta 0 et finalement la variance de bêta 2. Alors l'ordre de modèle est très important. Même dans l'estimation, dans le vecteur le vecteur des bêta, par exemple, dans le vecteur des bêta, un modèle qui est le suivant, y est égal à bêta 0 plus bêta 1, x1 plus ainsi de suite jusqu'à par exemple, bêta 3, on s'arrête à bêta 4, x4. Donc le vecteur des bêta chapeau sera comme suit. Voilà, doit être normalement commencé avec bêta 0, et après bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta k. Mais si à titre d'exemple, on change la place de bêta 0, voilà, c'est la bêta 0, je vais la supprimer là, et je vais la mettre à la fin du modèle. Voilà, je vais la mettre à la fin du modèle. Voilà, bêta 0 est là maintenant. Plus bêta 0. Alors, l'ordre va changer, l'ordre de vecteur de bêta va changer et sera comme suit. Donc, bêta chapeau, le vecteur de bêta chapeau sera bêta 1 jusqu'à bêta 4 et finalement bêta 0. Alors, l'ordre de modèle, ici, l'ordre de modèle est très important. Il faut faire attention de l'estimation du modèle. Et finalement, on a dans la deuxième question le test de Durbin-Watson qui est un test de détection de l'autocorrélation. Ce n'est pas de multicollinéarité. On a déjà traité ça dans la correction. Alors vous allez recourir à la correction de l'examen de 2018 dans la vidéo et vous allez trouver une explication brève du test de Durbin-Watson et qu'est-ce qu'on veut dire par une autocorrélation des erreurs. Bien, on passe directement maintenant à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, il y a là un modèle théorique qui est le suivant. Il s'agit d'un modèle de régression linéaire, c'est un modèle de régression linéaire multiple qui compris deux variables explicatives, x1 et x2, et une variable à expliquer, y. Bien. Et avec la variance d'y qui est constante sigma au carré. Bien. Et bien sûr que yi suit une loi normale. La série d'y suivent une loi normale. Alors on a les matrices qu'on a besoin normalement, ce sont x', moins 1 et x', y. Voilà, deux matrices, x', x et x', y. La première question c'est d'estimer les paramètres du modèle. Voilà, c'est maintenant dans la partie des questions du cours, on a traité des questions du cours, des questions de réflexion, des formules. Maintenant, il faut mobiliser les formules, il faut mobiliser les concepts que vous avez appris, voilà, en question du cours. Maintenant, il faut mobiliser ces concepts-là. Le premier concept, c'est l'estimateur. Voilà, l'estimateur de bêta. Alors, c'est le vecteur des estimateurs
qui est égal à x' x moins 1 fois x' y. C'est-à-dire ce que nous allons faire maintenant, c'est de calculer le produit matriciel, pardon, entre, parce qu'on sait que bêta chapeau est égal à x' x moins 1 fois x', y. Maintenant, on va calculer le produit matriciel entre x' x et x', y. La matrice x' x dans notre exemple, c'est une matrice de dimension 3, 3. Et l'autre matrice x', y, c'est une matrice de dimension 3, 1. Alors, la multiplication est possible. La multiplication, on peut factoriser par cette dimension-là. Pour multiplier deux matrices, c'est-à-dire l'exemple de matrice A et B, A fois B, il faut que le nombre de lignes, le nombre, pardon, des colonnes de A soit égal au nombre des lignes de B. Voilà, le nombre de colonnes de A, c'est-à-dire, par exemple, A1, A2 et B1, la matrice B avec dimension B1, B2. Alors, pour calculer le produit matriciel des deux matrices A et B, il faut que A2 est égal à B1. Il faut que A2 est égal à B1. Voilà le théorème de le produit matriciel. Alors là, on a 3 est égal à 3, alors la multiplication est possible. Donc, et nous aurons finalement voilà, le vecteur de bêta qui est égal à 3 avec dimension de 3. Bien. Alors, après le calcul du produit matriciel, alors vous allez calculer le produit matriciel. Soit, je vais essayer de partager avec vous après une petite vidéo sur les calculs matriciels sur la calculatrice F91. Voilà, FX91, c'est une calcul qui permet d'effectuer ces types de calculs matriciels, quel que soit le déterminant, l'inverse des matrices, les comatrices, quel que soit, même les vecteurs, les équations. Je vais essayer d'enregistrer une petite vidéo sur ce truc de l'utilisation des calculatrices. Alors, expriming, c'est exprim y. Après la multiplication des deux matrices, alors j'ai déjà calculé ça sur Excel. Donc, bêta 0, pardon, bêta chapeau, le vecteur des bêta chapeau des moindres carrés ordinaires, vous allez trouver qui est égal à 18,83. Donc, c'est la valeur de bêta 0. La valeur de bêta 1, vous allez trouver qui est égal à 2,33. Et finalement, moins 8,9. Comment on peut interpréter ça? Donc, la constante du modèle est égale à 18, la constante du modèle est égale à 18,83. La valeur par laquelle y augmente, si x augmente de une unité, c'est 2,33. La valeur par laquelle x augmente, augmente bien sûr qu'il augmente de moins, c'est-à-dire il diminue. Donc voilà, si x augmente d'une unité, y diminue de 8,9 unités. Voilà, c'est l'interprétation du coefficient. Comment on peut interpréter ça d'une façon, d'une approche économique, si vous voulez. Et finalement, on a la variance, après l'estimation des paramètres. Dans la question 2, il est demandé de calculer la variance résiduelle, la variance d'erreur. Bien, l'estimateur de la variance d'erreur est égal à sigma au carré chapeau qui est égal à la somme des carrés résiduels sur n-k-1. n-k-1. Bien. Alors, la somme des carrés résiduels, elle est donnée là. Voilà, la somme des carrés résiduels est égale à 31,46. Et n-k-1, c'est le degré de liberté résiduelle, le degré de liberté. Et on a n est égal à 10. Alors, n est égal à 10. On a k égale à 2. Et moins 1, c'est-à-dire 10 moins 2, c'est 8 moins 1, c'est 7. Alors, c'est la somme des carrés résiduels est égale à 31,31.
pardon, 46 divisé par 7, qui est égal finalement à 4,49. Voilà, c'est la variance d'erreur. Après, il est demandé de calculer la variance des bêta chapeaux. Alors, pour calculer la variance des bêta chapeaux, on sait qu'elle est égale à la variance d'erreur, sigma au carré, chapeau estimé, fois la matrice inversible x', x. Donc, l'inverse de x', x moins 1. Alors, et nous aurons la matrice de oméga des bêta. Donc voilà, oméga des bêta qui est égale, qui compris les variances en diagonale et les covariances en extra-diagonale. Donc les variances des bêta chapeau, la variance pardon de bêta 0 chapeau est égale à 27,9. La covariance entre bêta 0 et bêta 1 est égale à moins 0,9. La covariance entre bêta 0 et bêta 2 est égale à moins 0,51. La variance de bêta 1 qui est en diagonale est égale à 0,04. Voilà, 44. Et finalement, la variance de bêta 2 qui est égale à 0,0108. Et j'ai oublié la variance la covariance pardon, entre bêta 1 et bêta 2 qui est égale à 0,0014. Bien. Ce qui nous intéresse dans cette matrice, c'est le diagonal. Le diagonal, y compris les variances des estimateurs. Voilà, là on a la variance de bêta 0 chapeau. Là, on a la variance de bêta 1 chapeau, bien sûr, que je dis et je répète que toujours ça dépend de l'ordre du modèle. La variance de bêta 1 et finalement la variance de bêta 2. Bien. La question 4, dans la question 4, il est demandé de calculer les tests de students empiriques, voilà, pour tester bêta 1. Voilà, le test, il s'agit d'un test partiel de x1. Voilà, le test c'est le suivant, h0, donc bêta 1 égale à 0, et h1, bêta 1 différent de 0. Bien. Alors, sous l'hypothèse nulle, on peut calculer voilà, une valeur empirique voilà, de students qui est égale à bêta chapeau, la valeur absolue de bêta chapeau 1 sur leur écart type. Leur écart type, c'est-à-dire la racine de leur variance. Bien sûr que la variance est estimée, est égale. Alors là, on sait que bêta 1 chapeau est égal à 2,33. Alors la valeur absolue de 2,33 sur la racine de 0,044. C'est 44,9. 44. Qui est égal à 11,1. 11,1. Alors on a que t calculé est supérieur à t lu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On va rejeter H0, c'est-à-dire que bêta 1 est significativement différent de 0. C'est-à-dire que la variable x1, elle est significative. Partiellement, elle est significative. La question 5, le coefficient de détermination ajusté. Le coefficient de détermination ajusté. Voilà. Le coefficient de détermination ajusté, on sait que avant de calculer le coefficient de détermination ajusté, il faut calculer le coefficient de détermination simple, le coefficient de détermination normal, qui est égal au rapport entre la somme des carrés expliqués et la somme des carrés totale, qui est égal même à 1 moins somme des carrés résiduel sur somme des carrés total. Donc somme des carrés résiduels, elle est donnée dans l'exercice, même somme des carrés total. Juste dans la question, c'est juste il faut remplacer les valeurs. Donc c'était 1 moins, pardon, là il n'y a pas de virgule. 1 moins le rapport entre 31,4
est 37, voilà, pardon, 376,9. Alors, vous allez trouver que R au carré est égal à 0,91. Alors, c'est le coefficient de détermination normale. Alors, le coefficient de détermination ajusté, on sait que R au carré bar, est égal à, voilà, bien sûr que pour calculer le coefficient de détermination ajusté, nous allons utiliser le coefficient de détermination normale qu'on a calculé précédemment. Donc le coefficient de détermination ajusté est égal à 1 moins n moins 1 sur n moins k moins 1 fois 1 au moins r au carré. Donc il faut juste remplacer. N est égal à 10, k est égal à 2, donc là n est égal à 10, donc 1 moins r au carré qui est égal à 0,91. Et vous allez trouver que r au carré ajusté bar est égal à 0,88. Bien, j'espère que ça est clair. Alors, la dernière question, c'est le test de significativité globale. Mais avant de passer, il faut préciser la différence entre le coefficient de détermination normale et le coefficient de détermination ajusté. Quelle est la différence? Le coefficient de détermination normale, on l'utilise, voilà, R au carré qui est égal à 100 du carré expliqué sur 100 du carré total, on l'utilise plus souvent dans lorsqu'on a des distributions qui suivent une loi normale, c'est-à-dire que lorsqu'on a une taille d'échantillon qui est supérieure à 30. Mais lorsqu'on a une taille d'échantillon qui est inférieure à 30, l'interprétation de R au carré normal ne reste pas valable, n'est pas valable plutôt. Alors il faut passer d'un coefficient de détermination ajusté, voilà, ou bien corrigé, qui permet de corriger ce problème de la loi de probabilité. Là, parce que on l'utilise souvent lorsque les distributions suivent une loi de student, ou bien lorsqu'on a une taille d'échantillon qui est inférieure à 30. Voilà, lorsqu'on a une taille d'échantillon qui est inférieure à 30, dans l'interprétation, il faut baser sur R au carré ajusté, pas R au carré normal. Bien. Finalement, on a la dernière question de le test de signification globale. Voilà, le test de la significativité globale. Donc, dans le test, c'est le suivant. Dans l'hypothèse nulle, on suppose que tous les coefficients sont nuls. Donc, 2 bêta 1. Donc, bêta 1 est égal à bêta 2 est égal à 0. Ou bien, dans l'hypothèse alternative, on suppose qu'il existe au moins, donc voilà, au moins, il existe un coefficient bêta g qui est différent de 0, bien sûr, de g, parce qu'on ne prend pas en considération la constante de g égale à 1 jusqu'à 2. Voilà, g égale à 1 ou 2. C'est-à-dire que ce soit bêta, soit bêta 1 ou bien bêta 2, bêta 1 ou bien bêta 2, c'est l'un des coefficients est différent de 0, le test sera significatif, ou bien le modèle sera significatif dans sa globalité. F calculé est égal à, voilà, en termes de R au carré, est égal à R au carré sur K sur 1 au moins R au carré qui exprime son degré résiduel sur N moins K moins 1, le degré de liberté résiduelle. Alors c'est juste, il suffit de remplacer. Là, on sait que R au carré est égal à 0,9, voilà, 0,91 sur K qui est égal à 2 sur 1 moins, pardon, 1 moins 0,91, le tout divisé par n moins k moins 1 qui est égal à 7. Alors vous allez calculer, vous allez trouver que f calculé est supérieur à f lu. Pourquoi? Parce qu'on a déjà testé partiellement bêta 1 et on a trouvé que x1 a un effet significatif sur y,
Alors, c'est pas la peine de refaire ce test de globalité. Oui, vous allez trouver, je confirme, bien sûr, que vous allez trouver que le test est significatif dans sa globalité, pardon, que le modèle est significatif dans sa globalité. Alors là, on a f calculé supérieur à f tabulé. Donc, f calculé supérieur à f tabulé, on dit que le modèle est significatif dans sa globalité. Et voilà les réponses de cette feuille d'examen. Voilà, que je vais essayer de partager avec vous. Euh, Toutes les questions avec voilà, des démonstrations, des relations et ainsi de suite. Alors bon courage à vous tous et il me reste juste de vous dire à bientôt à la prochaine vidéo et merci beaucoup pour votre attention.